Anne Darlvraz, la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous présenter son podcast. 58e épisode. Dans le cadre de la clinique juridique de l'Université de Bretagne occidentale, Alice Gattel, Cléo Gourvès et Jade Gruet, étudiantes en L3, ont effectué un travail de recherche sur un thème proposé par la cantine numérique de Brest. Alors que certaines associations commencent à avoir recours aux dons effectués en crypto-monnaie, il semblait utile d'en savoir plus sur leur encadrement juridique en cours et à venir. Nous vous proposons d'écouter l'enregistrement du webinaire de restitution de ce travail. Bonne écoute. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Cléo Gourvès, étudiante en troisième année de licence de droit public à l'Université de Bretagne occidentale. Et donc, avec Jade et Alice, on forme le groupe de la clinique juridique qui travaille donc sur la problématique des dons en crypto-monnaie. Alors, pourquoi ce sujet? Donc, nous, on a choisi ce sujet proposé par la cantine numérique de Brest parce qu'en fait, c'est un sujet moderne, contemporain et en phase avec les évolutions technologiques. C'était aussi un peu une forme de challenge parce qu'on est, en prenant ce sujet, on est confronté à un vide juridique. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, auquel on n'a pas l'habitude de faire face en droit. Donc, c'est aussi un challenge. Donc, on a travaillé avec Monsieur Debaz et notre professeur référent, Monsieur Endior. On a rencontré aussi un spécialiste, Monsieur donc, Herbert, qui est spécialiste de la crypto-monnaie Monero, qui est une monnaie anonyme, qui nous a également aidé à mener ce projet. Donc, pour répondre à la problématique des dons en crypto-monnaie, on a pensé à un plan qui est basé surtout sur un esprit de clarté pour les personnes qui souhaiteraient se lancer dans les dons en crypto-monnaie. Donc, avec une première partie qui va concerner les avantages de faire des dons en crypto-monnaie, avec notamment un côté fiscalité. C'est ça, un côté fiscalité. La rapidité des transactions, l'absence d'intermédiaire et l'anonymat et le respect de la vie privée. Donc, c'est tous ces côtés positifs à mettre en avant de faire des dons en crypto-monnaie. Et avec, du coup, une seconde partie sur les inconvénients et peut-être les points sur lesquels il faudrait être vigilant si on se lance en dons en crypto-monnaie. Avec tout d'abord les dérives possibles. On parlera surtout de la criminalité, blanchiment d'argent et financement d'associations terroristes. Ensuite, il y a le problème du changement de valeur et de l'impact de l'environnement. On fera ensuite un point sur le vide juridique, puisque c'est la principale problématique de ce sujet. D'ailleurs, on était face à un vide juridique, donc on a dû prendre du recul et intégrer à notre développement d'autres disciplines comme la géopolitique ou la fiscalité. Et donc, on finira sur un petit point quid du futur de la crypto-monnaie pour les personnes qui souhaiteraient se lancer. Donc, moi, je vais tout d'abord commencer du coup avec l'aspect de la fiscalité, donc l'aspect fiscal des dons en crypto-monnaie. Donc, pour apporter une solution, une réponse du coup à la problématique de la fiscalité, on a tout d'abord commencé par étudier donc, le régime de droit commun donc, des dons en crypto-monnaie. Tout d'abord déjà pour comprendre l'aspect fiscal des dons et ensuite pour l'appliquer aux dons en crypto-monnaie. Donc tout d'abord, il faut distinguer en fait les dons qui sont effectués par les particuliers et les dons qui sont effectués donc par les entreprises. Et donc qu'est-ce que cela peut leur apporter, si cela peut leur apporter une réduction d'impôts, etc. Donc tout d'abord les dons effectués par les particuliers. Donc, on va se concentrer sur l'article 200 du Code général des impôts qui pose les conditions pour qu'un particulier puisse effectuer des dons en crypto-monnaie et pour qu'il puisse bénéficier d'une réduction d'impôt après avoir effectué ce don donc, à une association ou à un organisme d'intérêt général. Donc, l'article 200 du Code général des impôts, il énonce que les dons effectués donc, au profit d'organismes ouvrent le droit à une réduction d'impôt.
donc égale à 66% du montant des sommes versées, retenu dans la limite d'un plafond égal à 20% du revenu imposable. Donc toutefois, la réduction d'impôt, elle peut varier. Donc elle peut être plus importante, en fonction de la personne à qui le don, va s'adresser. En effet, donc pour les dons qui sont effectués donc aux associations qui viennent en aide à des personnes en difficulté, la réduction, elle sera portée à 75%, au lieu donc de 66%, dans la limite d'un montant qui est revalorisé en fait chaque année. Donc depuis 2020, la limite, elle est portée à 1 000 euros, le montant maintenu donc par les lois de finances de 2022 et de 2023. Ensuite, donc, on a étudié donc, le régime du mécénat d'entreprise, donc des dons qui sont effectués par des entreprises et qui peuvent donc leur apporter une certaine réduction d'impôts. Donc, le fait pour une entreprise donc, de réaliser des dons au profit d'organismes à but non lucratif donc, se nomme le mécénat d'entreprise. Et cette pratique, elle peut donc permettre aux entreprises donc, de bénéficier d'une réduction d'impôts. Donc, pour bénéficier de cette réduction, l'entreprise, donc, elle doit réunir plusieurs conditions. Elle doit apporter un soutien matériel ou financier à un organisme à but non lucratif et qui poursuit donc une activité d'intérêt général, donc sans recevoir de contrepartie, bien sûr. Donc le don, il peut être effectué de plusieurs manières, c'est-à-dire qu'il peut être effectué en numéraire, donc en somme d'argent. Donc le don, il s'agit du don le plus fréquent. Il peut également être effectué donc en nature, c'est-à-dire que l'entreprise, elle peut effectuer donc un don à un organisme d'un bien donc, mobilier ou immobilier. Et enfin, le don, il peut être effectué en compétence, donc ce qui est plus rare, c'est-à-dire que l'entreprise, elle peut réaliser en fait une prestation de service ou mettre du personnel, donc au profit de l'organisme, pour bénéficier d'une réduction d'impôt. Donc, c'est l'article 238 bis du Code général des impôts, ainsi que l'article 134 de la loi de finances du 28 décembre 2019 pour l'année 2020, qui fixe du coup ces modalités pour bénéficier d'une réduction d'impôt. Donc, une entreprise, elle peut bénéficier d'une réduction d'impôt de 60%, quel que soit le montant, et pour les dons effectués au profit d'organismes à but non lucratif qui procèdent à la fourniture de produits ou de prestations à des personnes en difficulté. Donc, l'entreprise peut également bénéficier d'une réduction d'impôt de 60%, donc allant jusqu'à 2 millions d'euros pour les dons d'intérêt général. Donc ensuite, on s'est concentré sur le régime spécial des dons en crypto-monnaie, mais il était nécessaire donc d'étudier d'abord le régime des dons en général pour se concentrer donc sur le régime spécial des dons en crypto-monnaie. Donc pour les dons en crypto-monnaie, il est tout d'abord important donc de vérifier qu'on se trouve dans un pays qui reconnaît donc cette forme de don, qui est une forme de don plutôt récente et moins fréquente donc, que les dons en argent. Donc dans de nombreux pays, ils sont désormais acceptés, mais les réglementations peuvent varier en fonction du pays dans lequel on se trouve. Donc la valeur du don en crypto-monnaie, elle est généralement déterminée donc, au moment du don. Et cela signifie qu'il est donc nécessaire d'établir la valeur en devise locale de la crypto-monnaie au moment où le don est effectué. Donc il faut savoir qu'en France, les dons en crypto-monnaie donc, sont soumis à la même réglementation fiscale que les dons en monnaie traditionnelle pour le moment, car il n'y a pas de réglementation visant particulièrement les dons qui sont effectués en crypto-monnaie. Donc, on applique le régime de droit commun donc des dons aux dons qui sont effectués en crypto-monnaie. Le donateur doit fournir donc, les informations nécessaires sur le don à des fins fiscales. Et si le donateur réalise un gain en capital, en convertissant des crypto-monnaies en euros avant de faire le don, ce gain, il peut bien sûr être soumis à une imposition, donc l'impôt sur les plus-values.
Les dons en crypto-monnaie, ils peuvent être déductibles fiscalement donc dans certaines circonstances. Et pour bénéficier de cette déduction, donc le don, comme pour les dons en argent, doit être effectué à un organisme éligible et agréé, bien sûr, par l'administration fiscale française. Ces organismes incluent généralement donc, des associations caritatives ou des fondations qui sont reconnues d'utilité publique. Donc, en général, le montant déductible, il est plafonné donc, à un pourcentage du revenu imposable du donateur. Donc, comme dit précédemment, il est possible donc d'imposer les plus-values que le donateur peut effectuer, ainsi que l'activité de minage des crypto-monnaies. Donc, il est possible également de la soumettre à imposition. Donc, tout d'abord, les plus-values donc, effectuées par les professionnels donc, peuvent être imposées. Donc, les plus-values réalisées sur la cession d'actifs numériques, dont les crypto-monnaies, qui relèvent d'une activité professionnelle, sont imposées au titre des bénéfices non commerciaux depuis le 1er janvier 2023, donc conformément à l'article 70 de la loi de finances pour 2022. Elles étaient auparavant, donc ces plus-values, imposées au titre des bénéfices industriels et commerciaux. Ensuite, donc, les plus-values qui sont effectuées, donc réalisées par les particuliers, peuvent également être soumises à imposition. Donc, en France, celles-ci sont passibles de l'impôt sur le revenu. Toutefois, les plus-values qui sont réalisées lors de la cession de crypto-monnaies peuvent être exonérées de l'impôt sur le revenu si le total des cessions dans l'année est inférieur à la somme donc, de 305 €, donc, selon l'article 150 VH bis du Code général des impôts. Au-delà de ce montant, les plus-values donc, sont imposables à l'impôt sur le revenu. Donc, le contribuable, il dispose tout de même récemment, depuis le 1er janvier 2023, la possibilité de choisir entre deux types d'imposition selon ses intérêts. Donc, il peut en effet choisir le prélèvement forfaitaire unique ou bien le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Enfin, l'activité de minage des crypto-monnaies peut également être soumise à l'impôt. Donc, le minage désigne une opération de création donc de nouvelles unités de compte de crypto-monnaies. Et selon le vocabulaire donc, de l'informatique publié au journal officiel du 23 mai 2017, donc, l'article 92 du Code général des impôts énonce que donc, les gains qui relèvent de cette activité relèvent du régime des bénéfices non commerciaux. Donc, je vais laisser la parole maintenant pour évoquer l'instantanéité des dons en crypto-monnaie. Du coup, en deuxième avantage, on a voulu mettre en avant l'instantanéité des dons en crypto-monnaie. C'est une des caractéristiques clés de la crypto-monnaie, puisque c'est un avantage majeur par rapport aux autres systèmes financiers traditionnels, contrairement à eux, qui peuvent mettre plusieurs jours à être validés par les tiers, que ce soit les banques ou autres. Les transactions en crypto-monnaie, elles, vont être réalisées en quelques minutes, voire quelques secondes. Cette rapidité, elle est rendue possible grâce à la technologie de la blockchain, qui est le fondement des crypto-monnaies, comme par exemple le Bitcoin. Les transactions sont enregistrées sur des blocs qui seront ensuite ajoutés à une chaîne de blocs et qui vont créer un registre immuable et transparent de toutes les transactions effectuées. Et en fait, une fois que la transaction est incluse dans un bloc et confirmée par le réseau, elle devient donc irréversible et ne peut être modifiée. Du coup, cette instantanéité représente de nombreux avantages, notamment cette rapidité peut permettre à des associations d'accéder à des fonds très rapidement, ce qui peut être vraiment intéressant lorsqu'il faut répondre à une urgence. Et en plus, elle offre aux donateurs une transparence et une traçabilité des fonds, puisque chaque transaction sera enregistrée de manière immuable sur la blockchain. Mais l'un des avantages qu'on voulait principalement mettre en avant par rapport à cette instantanéité est l'absence d'intermédiaire. Contrairement aux dons effectués via des systèmes financiers traditionnels ou des tiers, comme je l'ai dit, comme des banques ou des
processeurs de paiement peuvent être impliqués. Les dons en crypto-monnaie se font directement du coup du donateur aux bénéficiaires sans passer par aucun intermédiaire centralisé qui pourrait prendre donc des frais associés à ces services. Du coup, c'est déjà un atout pour l'association puisqu'elle va recevoir une somme plus importante. Les frais sont jamais énormes, mais c'est toujours ça en plus. En plus de cela, ça garantit une plus grande autonomie et liberté pour les donateurs et les associations, puisqu'il n'y aura pas besoin d'approbation ou de validation de part de tiers qui pourront être une barrière à certains dons. Et cette absence d'intermédiaire est aussi donc intéressante en situation d'urgence, puisque les délais et formations administratives qui peuvent être parfois très longues dans certaines situations vont être un frein pour des interventions qui nécessitent une certaine urgence et une certaine rapidité. Donc ça peut être très intéressant pour les associations qui participent et utilisent leurs fonds pour des interventions dans des zones, par exemple, de guerre ou lorsqu'il y a des crises d'État, puisque en l'absence d'intermédiaires, si les banques sont fermées, ce qui a été le cas, par exemple, au Liban en 2022, lorsqu'il y a eu une succession de banques qui ont été pillées, les banques du pays ont été fermées, et dans ce cas, s'il y a besoin de financer certaines activités au Liban, c'était intéressant donc de passer par la crypto-monnaie pour éviter de passer par les banques, ce qui aurait mis des délais vraiment très longs. Et en plus de cela, comme je l'ai dit, l'absence d'intermédiaire contribue à la transparence des dons, puisque chaque transaction est enregistrée de manière transparente sur la blockchain et pourront être consultées publiquement. Les donateurs peuvent donc suivre jusqu'à la finalité, à l'utilisation finale de leurs dons. Et ça renforce donc la confiance entre le donateur et l'organisation caritative en illustrant l'efficacité et l'impact de leurs dons. Donc ça amène aussi les donateurs à renouveler leurs dons en montrant qu'ils sont vraiment utiles et que ce n'est pas simplement des dons faits sans savoir où ils vont. Après cet avantage, on a voulu mettre aussi en avant l'utilisation des dons. Mais cet avantage est un peu plus relatif puisque c'est un avantage qui sera très important pour certaines associations et qui peut être un frein pour d'autres puisque face à un don en crypto-monnaie, les associations ont deux possibilités. Soit elles vont conserver ce don en crypto-monnaie et vont le mettre dans leur portefeuille, soit alors ils vont décider de le convertir en monnaie fiduciaire pour pouvoir faire plus d'opérations. Mais ces deux opérations ont chacune leurs avantages et chacune leurs inconvénients. Mais ce qui est intéressant à comprendre, c'est que les inconvénients de l'un combinent les inconvénients de l'autre. Et du coup, c'est pour ça que je vais déjà vous exprimer d'abord les inconvénients et les qualités de l'un et après les différentes solutions qu'on a trouvées pour un peu aménager tout cela. Du coup, dans un premier temps, les avantages en conservant les dons sous forme de crypto-monnaie. Le principal est que ça évite dans un premier temps les frais de conversion et ça offre une transparence, comme je vous l'ai dit, une transparence sur l'utilisation même du don. Il y a aussi la caractéristique importante qui est l'accessibilité mondiale, c'est-à-dire qu'on peut faire un don de n'importe quel pays vers n'importe quel pays, donc c'est quand même très intéressant. Et pour finir, il y a aussi la possibilité d'en tirer profit. Profit de la croissance potentielle de la valeur des crypto-monnaies. Mais c'est un avantage qui est tout de même assez relatif puisque ça présente un risque. La volatilité du marché peut entraîner une diminution du montant du don. Mais dans un deuxième temps, si l'association décide d'échanger les crypto-monnaies en devises traditionnelles, cela a des avantages comme ça facilite l'utilisation du don puisque tous les pays ne sont pas au même stade au niveau de la crypto-monnaie. Certains pays n'acceptent pas la crypto-monnaie comme monnaie, donc en échangeant les crypto-monnaies en monnaie traditionnelle, ça permet de financer un plus grand nombre d'opérations.
Et ça permet aussi du coup d'éviter les risques de volatilité en assurant ainsi une stabilité financière. Du coup, en fin de compte, le choix entre ces deux possibilités pour les associations doit être bien réfléchi. Elle doit prendre en compte les enjeux qu'elle souhaite poursuivre, les préférences qu'elle a. Il faut introduire une politique très stricte à ce sujet. Pardon, très stricte à ce sujet et l'expliquer aux donateurs pour qu'ils ne se sentent pas perdus face à tout ça. Mais face à tout cela, on a décidé de réfléchir à des aménagements possibles et on a vu dans un premier temps la possibilité de faire plutôt une approche mixte, c'est-à-dire de conserver une partie des dons en crypto-monnaie et de convertir une autre partie. Ça permet de garder les avantages de la crypto-monnaie, mais tout en assurant une certaine stabilité financière. C'est pour cela aussi que c'est intéressant de faire pour certaines associations des campagnes de dons en crypto-monnaie, mais temporaires. Ça permet de recevoir une grande quantité et de pouvoir vraiment décider de qu'est-ce qu'on va faire de ces dons. Du coup, maintenant, je vais laisser la parole et c'est pour les avantages de l'anonymat. Donc, on a choisi de parler de l'anonymat, donc des dons en crypto-monnaie, donc dans les avantages, mais également donc dans les inconvénients, car selon les points de vue, cela peut être un avantage comme un inconvénient. Donc, depuis plusieurs années maintenant, les crypto-monnaies anonymes ont fait leur apparition. Donc, ce sont le contraire pardon, des crypto-monnaies qui sont dites pseudonymes, donc comme le Bitcoin. Donc, on a décidé de se concentrer principalement donc, sur la crypto-monnaie anonyme Monero, donc, qui a été lancée en avril 2014 et qui est considérée comme l'une des crypto-monnaies anonymes les plus anciennes et les plus connues. Donc, cette crypto-monnaie anonyme, elle a pour principal objectif, donc, comme globalement toutes les crypto-monnaies anonymes, de garantir l'anonymat donc, de ses utilisateurs, donc des personnes qui font le choix d'effectuer donc, des dons de façon anonyme, donc qui ne souhaitent pas que leur identité soit connue. Donc, la confidentialité, en fait, fait partie donc, des principales valeurs de cette crypto-monnaie. Donc, par cette valeur, Monero est une crypto-monnaie donc, qui attire un nombre important de personnes, car en effet, en fait, les crypto-monnaies anonymes sont une réelle évolution pour la protection de la vie privée notamment. Donc les crypto-monnaies pseudonymes, elles permettent de ne plus avoir recours à un intermédiaire, mais elles ne permettent pas donc, la protection des informations liées à la vie privée, donc telles que l'identité, l'adresse, l'objet du don, etc. Ce que permettent les crypto-monnaies anonymes. Donc l'apparition de l'anonymat permet en fait globalement la protection de la vie privée, mais plus précisément la protection en fait des opérations qui sont effectuées, ou encore donc l'identité, comme je l'ai dit, l'identité des parties qui effectuent le don. Donc l'anonymat garanti en fait par cette crypto-monnaie permet de conférer en fait une sorte de droit au respect de la vie privée, donc qui peut être limité donc avec les crypto-monnaies dites pseudonymes. Donc elle permet de garantir donc un droit au respect de la vie privée aux utilisateurs donc des crypto-monnaies anonymes, car aujourd'hui, donc, il y a de nombreuses atteintes qui sont portées au droit au respect de la vie privée. Donc, en principe, l'anonymat n'est pas une source de conflit. En effet, donc, parce que dans la vie de tous les jours, lorsque on paye une personne en argent, celle-ci n'a aucune connaissance de notre identité et cela ne pose aucun problème de ne pas connaître l'identité des deux parties. Donc les crypto-monnaies anonymes telles que Monero ne sont-elles pas finalement, en fait, on peut se demander si c'est pas finalement un moyen de ramener une certaine fongibilité. Donc les crypto-monnaies anonymes peuvent être considérées comme un progrès qui permet d'effectuer des opérations donc, sans que celles-ci soient connues donc, de tous.
Par exemple, dans les pays où les droits sont limités, donc l'anonymat peut se révéler être une chance et peut parfois donc permettre de protéger la vie de certaines personnes. On peut prendre par exemple le cas de l'Iran. Donc, au vu de la situation actuelle, on peut penser que l'utilisation de crypto-monnaies anonymes peut se révéler être utile donc dans certaines situations et peut permettre de financer des opérations permettant de subvenir aux besoins donc, de certaines personnes. Donc, l'anonymat des dons peut toutefois avoir des aspects négatifs. En effet, les dons anonymes peuvent parfois servir à financer donc, des réseaux illégaux tels que les réseaux de terrorisme ou encore le darknet. Donc, Monero, qui est une monnaie donc, qui permet de cacher l'origine, le montant ainsi que le destinataire d'une transaction, est souvent préférée au Bitcoin par les criminels pour cette raison, car elle permet donc de dissimuler les informations permettant d'identifier donc les réseaux criminels. Donc, je rebondis sur l'anonymat parce que on passe dans la seconde partie du coup du développement, les inconvénients. Et comme Jade l'a dit, l'anonymat, c'est aussi une source d'inconvénients. Notamment, cela peut conduire à des dérives. Donc, je vais commencer directement par un exemple. Donc, c'est un rapport du Middle East Media Research Institute, donc un groupe de réflexion américain, qui révèle que divers groupes terroristes ont recours aux dons en crypto-monnaie pour financer leurs activités, notamment les brigades Izz al-Qassam, donc qui est le bras armé du Hamas palestinien, qui est donc une organisation reconnue comme terroriste par les États-Unis et l'Union européenne. Donc, sur leur site de propagande, il est clairement affiché la possibilité pour des donateurs d'utiliser le Bitcoin plutôt que d'utiliser des portefeuilles gérés par des plateformes externes. Le Hamas, d'ailleurs, a ses propres plateformes qu'il contrôle. Donc, selon le New York Times, ils se seraient inspirés de l'État islamique. Donc, a priori, ça ne serait pas les seuls. Et le ministère de la Justice américain estime donc que la branche militaire du Hamas a réuni près de 90 millions de dons et principalement en Bitcoin. Alors, pour les associations, du coup, il faut savoir que ça peut être du coup des dons issus de la générosité, mais on parle aussi des associations qui peuvent soutenir financièrement d'autres associations avec lesquelles elles sont, par exemple, en partenariat. Les associations qui sont suspectées de soutenir financièrement des organisations terroristes sont soumises à des mesures de gel. Donc, donc on gèle les ressources et les fonds de l'association ou de l'entité. Vous trouverez sur Internet un guide de bonne conduite à l'attention des associations, notamment rédigé par le gouvernement pour éviter les situations à risque. Voilà, donc pour le Bitcoin, la blockchain agit comme une sorte de banque décentralisée. Donc, on n'a pas l'intervention des banques traditionnelles et cela représente donc un registre public de transactions. Donc, toutes les transactions sont affichées clairement, mais l'identité des personnes qui font la transaction ne l'est pas. Seuls les détenteurs des données de connexion au portefeuille peuvent accéder à leur compte. Comme Jade l'a dit, il y a des crypto-monnaies comme notamment Monero qui utilisent la technologie CryptoNote plutôt que la blockchain et la crypto-monnaie Dartcoin qui, elle, associe un réseau de transactions cryptées à une chaîne de blocs anonymes. Donc, cela garantit encore plus d'anonymat. Les méthodes utilisées, on a celles qui consistent à fragmenter le montant et à transférer et à blanchir en valeur plus petite divisé de manière irrégulière et ensuite cela est transféré à plusieurs reprises entre différents destinataires. Un exemple de cette pratique qui se trouve sur le Darknet, c'est la page EasyCoin qui a un service appelé Mixer Laundry. Donc là, en fait, c'est directement du blanchissement d'argent via le Darknet de cryptoactifs. Il y a un autre service qui s'appelle le service de mélange qui consiste à fournir au client une nouvelle adresse Bitcoin pour effectuer un dépôt et pour renforcer l'anonymat, les versements sont étalés dans le temps.
Et une certaine randomisation est introduite dans la répartition des montants, ce qui rend quasiment impossible la traçabilité des bitcoins mélangés jusqu'à leur source altérée. Donc, heureusement, il existe quand même des solutions, notamment il existe des sociétés d'analyse blockchain, du coup, qui marchent quasiment que pour la crypto-monnaie Bitcoin. Donc, elles peuvent analyser les adresses et les opérations pour obtenir des informations, notamment la géolocalisation ou la plateforme d'échange utilisée pour l'achat de crypto-monnaies. Et les enquêteurs peuvent également demander aux plateformes d'échange des informations supplémentaires pour monter à la source du donateur. Et ils peuvent le faire de la même manière qu'ils le feraient avec une banque ou un autre prestataire de service. Voilà. Moi, je vais vous parler de la deuxième limite qui est le changement de valeur, puisque la question de la valeur est quand même a une importance capitale, puisqu'elle détermine à la fois le montant du don, mais aussi l'avantage fiscal du donateur. Cependant, on le sait très bien désormais que la valeur de la crypto-monnaie est très volatile, car elle est déterminée par l'offre et la demande. Et cette volatilité peut entraîner des changements drastiques, que ce soit en l'espace d'une journée ou voire parfois même en l'espace d'une heure. Il est donc primordial de trouver des solutions à cet inconvénient. En ce qui concerne les dons en crypto-monnaie, cette volatilité peut avoir un impact sur la valeur réelle du don fait à l'association. Si une personne fait un don lorsque le cours de la crypto-monnaie est très élevé, alors le don sera très important et la réduction fiscale, elle aussi, alors que le lendemain, le cours de cette crypto-monnaie peut avoir chuté et à ce moment-là, l'association se retrouve avec un don beaucoup plus inférieure à ce qu'elle aurait dû avoir. Et cette volatilité représente aussi un véritable défi du coup, puisque si l'association attend trop longtemps et que le cours de cette crypto-monnaie chute, lorsqu'elle voudra échanger la crypto-monnaie en devise nationale, elle se retrouvera avec un don inférieur à ce qu'elle aurait dû avoir. Mais cette volatilité peut aussi avoir un avantage, c'est les associations peuvent jouer avec et espérer que le cours augmente pour alors, cette fois-ci, se retrouver avec un don qui est supérieur à ce qu'elle aurait dû avoir de base. Mais le principal défi ici qu'on a eu à avoir, c'était pour la détermination. Quelles sont les règles qu'on va appliquer? Est-ce que c'est le droit commun? Est-ce que le droit commun fonctionne? Mais face à ça, on a eu beaucoup d'interrogations. Du coup, on a commencé par regarder si les règles du droit commun pouvaient s'appliquer, notamment avec les règles relatives aux obligations de somme d'argent. La règle est relative à l'article 1343 alinéa 1 du Code civil qui dispose que le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant nominal, lui, est inscrit à l'article 1895 de ce même code et qui dispose que l'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat. S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement. Ces articles disposent donc que sera pris en compte seulement la somme au moment où le contrat est conclu et non pas au moment où le paiement a lieu, même s'il y a un changement de valeur qui a lieu entre-temps. Cette règle pourrait donc trouver son sens à s'appliquer au don en crypto-monnaie, c'est-à-dire que le don fait à un moment T, sa valeur prise en compte sera celle à ce moment précis, sans prendre en compte l'évolution de valeur de cette crypto-monnaie. Cependant, les cryptoactifs ont été définis au 7e bis de l'article L 561-2 du Code monétaire et financier comme tout instrument contenant sous forme numérique des unités de valeur non monétaire pourront être conservées ou être transférées dans le but d'acquérir un bien ou un service, mais ne représentant pas de créance sur l'émetteur. Ce qui est important dans cette définition, c'est vraiment la fin qui indique clairement que le transfert ne peut être une créance. Donc, par conséquent, on ne peut pas appliquer les règles de droit commun puisque ce n'est pas une créance. Il ne relève donc pas des deux articles que j'ai précédemment cités. Et de plus, on ne peut utiliser cette logique
puisque les crypto-monnaies ne sont pas garanties ou émises par la banque centrale ou par une autorité publique et ne possèdent donc pas le statut juridique d'une monnaie. Mais il est totalement possible que plus tard ce soit le cas, puisque les banques centrales envisagent la création de leur propre monnaie digitale, à l'instar par exemple de l'Estonie qui souhaite créer sa propre crypto-devise. Donc on peut se demander si dans le futur la France va se diriger aussi vers cette voie. Et si c'est le cas, alors cette crypto-monnaie sera reconnue comme une monnaie et on pourra utiliser normalement, sauf s'il y a une réglementation qui dit le contraire, utiliser ces règles de droit commun. Du coup, c'est tout ce que j'ai à dire sur le changement de valeur. Maintenant, Cléo va vous parler aussi de l'inconvénient de l'impact sur l'environnement. Alors, au regard des préoccupations internationales actuelles, il nous a paru important de faire également un point sur l'impact environnemental de la crypto-monnaie, qui soulève donc deux problèmes interdépendants. Le premier étant la consommation énergétique massive des crypto-monnaies et donc de ce fait la durabilité des crypto-monnaies. Donc, la principale source de pollution des crypto-monnaies vient du minage qui est une activité qui nécessite des ordinateurs puissants pour résoudre des problèmes mathématiques et vérifier les transactions sur la blockchain. Cela repose sur un processus appelé preuve de travail qui consomme énormément d'énergie. Au début de la crypto-monnaie, on pouvait utiliser un ordinateur puissant et performant pour effectuer un nombre de calculs donnés, pour résoudre des problèmes cryptographiques. Mais maintenant, on parle de fermes de minage avec énormément d'ordinateurs très puissants tournant en continu. Donc, l'électricité utilisée provient généralement des sources non renouvelables comme le charbon ou le gaz naturel, ce qui contribue donc aux émissions de gaz à effet de serre. Ces problèmes sont exacerbés par la règle de production qui exige toujours plus de minage pour continuer à faire grimper la valeur et donc l'énergie. Les entreprises spécialisées dans le minage s'installent donc dans des pays où le coût de l'électricité est bas, notamment le Kazakhstan, ce qui pousse parfois à utiliser donc des centrales électriques à charbon très polluantes. Il faut savoir qu'en Chine, le minage de crypto-monnaies a été alimenté par des centrales à charbon, mais a été interdit en 2021 pour atteindre les objectifs de neutralité carbone. Une étude de Selectra précise que la consommation annuelle du Bitcoin serait s'il était un pays au 31e rang mondial sur 230. D'autres problèmes environnementaux découlent de ce minage, notamment la consommation en eau pour refroidir les ordinateurs et la production de déchets électroniques dus à l'obsolescence des équipements. Ces activités donc, contribuent au réchauffement climatique et un exemple qui pourrait vous parler est que la consommation de la crypto-monnaie équivaut à la consommation annuelle de la Suède. Donc, bien que des mesures comme une loi française de novembre 2021 aient été adoptées visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique, il faut rester vigilant et si on souhaite se lancer dans les dons en crypto-monnaie, puisque des réglementations sont potentiellement à venir. Enfin, donc la dernière limite que l'on a souhaité donc, évoquer, donc c'est l'absence de réglementation. Donc on en revient à ce que Cléo a évoqué, donc le vide juridique. Donc en France, les crypto-monnaies, elles sont désormais encadrées par plusieurs textes législatifs, notamment deux textes législatifs, donc, dont la loi Pacte du 22 mai 2019, qui a donc doté la France donc, d'un premier cadre législatif permettant donc, de réglementer à la fois les émetteurs de crypto actifs et les prestataires de services sur actifs numériques. Donc cette loi elle a permis donc, de soumettre les prestataires de services à une obligation de s'enregistrer donc, auprès de l'autorité des marchés financiers et à certaines obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Toutefois, la loi Pacte, elle a récemment été remplacée
si on peut le dire, donc par le règlement sur les marchés de cryptoactifs, donc aussi connu sous le nom du règlement MiCA, publié donc au Journal officiel de l'Union européenne le 9 juin 2023 et qui sera donc en application à partir du 30 décembre 2024 prochain. Donc ce règlement vient doter la France donc, d'un cadre, donc notamment il vient encadrer donc, le marché des cryptoactifs à l'échelle de l'Union européenne. Donc en effet, il vise à apporter donc, une sécurité juridique et à favoriser l'innovation donc, au sein de l'Union européenne. Le règlement MiCA, il regroupe donc dans un même cadre à la fois les émetteurs donc, de cryptoactifs, les prestataires de services sur cryptoactifs et les cryptoactifs. Les prestataires donc, agréés selon le règlement MiCA pourront ainsi bénéficier du passeport européen et fournir des services donc, dans tous les pays de l'Union européenne. L'objectif donc, de ce règlement est principalement d'apporter une réglementation donc, en matière de crypto-monnaie, mais aussi également une protection donc, pour éviter les usages abusifs de la crypto-monnaie. Donc, en ce qui concerne donc, plus précisément donc, la problématique des dons en crypto-monnaie, la situation est susceptible d'évoluer car actuellement, il n'existe aucune réglementation qui vise précisément, donc spécifiquement, cette problématique-là, donc des dons en crypto-monnaie. Donc, en effet, nous sommes confrontés à une sorte donc, de vide juridique au sujet des dons en crypto-monnaie précisément. De ce fait, donc, ils sont généralement soumis aux règles, donc aux mêmes règles que les dons effectués en argent, notamment donc, en ce qui concerne l'aspect fiscal. En raison donc, de l'absence de cette réglementation, cela signifie que rien n'interdit donc d'effectuer des dons en crypto-monnaie et plus précisément des dons en crypto-monnaie à des associations. Donc toutefois, rien n'exclut donc une future apparition d'une réglementation qui vise précisément les dons en crypto-monnaie donc par les autorités de régulation. Donc maintenant, on va conclure donc, sur les dons en crypto-monnaie. Donc la thématique des dons en crypto-monnaie, elle s'est révélée donc être un sujet donc particulièrement intéressant parce qu'elle touche, donc, comme Cléo l'a dit dans l'introduction, à un sujet qui est en plein développement depuis quelques années, mais également donc, par les défis que cette problématique a représenté pour nous, mais notamment aussi sur l'aspect réglementation. Oui. Après, c'est un sujet qui était vraiment très vaste. On n'a pas pu traiter tout. On a dû décider des thèmes qu'on allait aborder. C'était des thèmes qui, pour nous, étaient intéressants. Après, comme il y a vraiment un vide juridique, on n'a pas pu trouver des réponses très claires. On a essayé de faire avec ce qu'on a pu trouver. Et on a essayé aussi de donner des hypothèses ou des idées possibles pour les associations pour un peu contourner ce vide juridique. Mais ce qui est le plus important, c'est que si les associations souhaitent se lancer dans les dons en crypto-monnaie, il est vraiment important de suivre l'actualité juridique de très près, puisque ce n'est pas un sujet qu'on entend énormément. Avant de faire ce thème, on n'était pas vraiment au point sur ce type de sujet, mais puisqu'ils n'en parlent pas énormément, que ça soit aux infos, etc. Mais il est quand même très important de suivre l'actualité, puisque si on se lance pour seulement quelques mois, ce ne sera pas forcément intéressant pour les associations. Il faut voir tout cela au long terme, donc il faut suivre ça de près. C'est vraiment le plus important qu'on puisse dire, puisque nous, c'est vraiment qu'un début, c'est qu'une introduction sur le thème, même si on a quand même trouvé pas mal de choses, c'est qu'une introduction. Et les associations, s'ils ont des questions, bien sûr, pourront revenir vers nous. Mais après, on n'est pas, on n'a pas toutes les informations. Donc, si vous avez des questions, Merci beaucoup, merci infiniment. C'était vraiment, je trouve, très, très instructif. Merci d'avoir fait un tour assez complet, même si vous n'avez pas pu rentrer dans tous les détails, parce que, bah, comme vous l'avez indiqué,
C'est très vaste et fourmillant. Et puis merci aussi d'avoir plongé comme ça dans un thème très technique qui ne correspond pas forcément à votre bagage universitaire actuel, et qui est aussi assez fouillis. Donc vous avez pu le saisir et c'est pour ça, c'était vraiment... c'est vraiment une chose pour laquelle la cantine, on vous remercie. Merci aussi d'avoir fait ce tour dans une documentation juridique encore peu étoffée, évolutive. Donc on voit bien les difficultés enfin on imagine les difficultés que ça a pu vous présenter. Et du coup, on en est très très reconnaissant. J'espère qu'en tout cas l'expérience vous aura plu, peut-être de donner un peu de corps après 3 années d'études juridiques, de l'ancrer peut-être dans des choses comme ça, hein, un système de questions directes. Donc voilà, j'espère que ça vous a été profitable, ou en tout cas ça vous a inspiré. Euh, je crois qu'il y a une question. Du coup, je vais passer la parole à... Non, ben juste pour alors déjà pour vous féliciter. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, mais la direction de la clinique qui s'est connectée, mais qui pouvait pas rester. Donc, Marie Lemay qui était impressionnée par le degré de technicité de votre présentation et qui a dû malheureusement partir. Mais donc, on vous observe depuis les bureaux des enseignants et simplement pour souligner la qualité remarquable de ce travail. C'est-à-dire que vous êtes clairement plus spécialiste de ce sujet que moi, au point que je me suis posé des questions en vous écoutant. Donc, bravo. Je précise, je suis le référent des trois étudiantes. Et peut-être j'ai juste une question à vous poser, qu'on n'aura pas trop l'occasion d'aborder lorsqu'on fera la présentation à l'université. C'est est-ce qu'il y a, au-delà de la dimension strictement technique, les enjeux de fiscalité, est-ce que votre perspective a changé entre le moment où vous avez entamé ce travail que vous avez réalisé donc pour la cantine et le moment où maintenant vous le restituez? C'est-à-dire que je me souviens encore des premiers échanges, vous étiez presque un peu sceptique hein, sur l'opportunité de recourir aux devises virtuelles. Et j'ai l'impression, en vous écoutant, que votre discours est beaucoup plus nuancé. Donc, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir changé un peu de position ou pas? Personnellement, en faisant mes recherches, j'ai quand même vu certaines associations qui le faisaient Mm. déjà, par exemple la Croix-Rouge suisse. Et moi, personnellement, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu plus d'avantages à le faire, et on peut le faire que actuellement, même si les limites juridiques sont pas encore posées, c'est totalement possible. Donc pourquoi pas en profiter? Après, il y a toujours, bien sûr, les limites qui sont ici, que ce soit même hors juridique. Mais pour moi, c'est quand même quelque chose d'intéressant pour certaines associations, que ça soit pas forcément tout le temps, même que temporaire, mais ça peut aider dans certaines situations. Donc pour moi, oui, mon point de vue a changé. Et aussi, on a appris à comprendre vraiment, réellement ce qu'était déjà la crypto-monnaie dans un premier temps, et après à comment l'utiliser. Donc pour moi, oui, ça a un petit peu changé ma vision des choses. Moi, pour ma part, ce que j'ai trouvé intéressant dans les dons en crypto-monnaie, c'est surtout l'absence d'intermédiaire, l'absence qu'on puisse faire un don sans passer du coup par la banque, notamment en temps de crise. C'est quelque chose que j'ai trouvé euh, utile, quelque chose de nouveau. Après, moi, j'ai travaillé surtout sur la partie inconvénient, donc j'ai du mal à imaginer les dons en crypto-monnaie comme un moyen de paiement régulier et courant. Mais en temps de crise, je trouve que c'est une très bonne chose. Voilà. Et pour ma part, du coup, c'est donc plutôt sur l'aspect anonyme de la crypto-monnaie. J'ai changé de point de vue sur cet aspect parce qu'au début, je pensais plus que c'était un aspect négatif par rapport aux réseaux illégaux, donc de terroristes, le dark web, etc. Mais du coup, en ayant eu la réunion, donc la vidéoconférence avec Monsieur Herbers, qui nous a donc, parlé de Monero, etc., et qui nous a parlé de cet aspect de la vie privée qu'on n'avait pas forcément, on n'y avait pas forcément pensé. Et donc ça a vraiment changé mon point de vue parce que c'est vrai qu'en fait, quand on y pense, ça peut vraiment être un avantage pour la vie privée, donc pour garantir la protection de la vie privée. Et donc, comme l'a dit Cléo, dans des situations d'urgence plutôt, etc., ça peut vraiment être utile et un avantage.
pour certaines personnes. Oui, au final, vous montrez bien que les crypto-monnaies ou ces dons en crypto-monnaie, ça ne forme pas un tout unique, mais qu'il y a bien des options qu'il faut choisir. Des options, donc il y aura des qualités qui vont être toujours présentes. Ça va être le fait d'être relativement rapide, d'être plus direct, hein, d'être éventuellement transférable plus facilement, en diminuant les frais. En diminuant certains frais, après ça peut dépendre des plateformes qu'on utilise ou ce genre de choses. Et puis, il y a d'autres éléments qui, eux, vont être plus des paramètres qu'il faudra mettre au point. La question, par exemple, comme vous l'avez signalé, de savoir si on le garde en crypto ou si on le passe dans une valeur régulière, hein, ou la question aussi de cette transparence, c'est-à-dire qu'à la fois les associations ont la plupart du temps comme objectif d'être le plus transparent possible sur ce qui est fait de ces dons. Il n'y a pas de raison de cacher leur opération, au contraire, hein. Et donc, ça crée un lien de confiance, une chaîne de confiance du donateur jusqu'au récipiendaire. Et donc, ça permet à l'association de s'effacer un petit peu, de pouvoir prouver qu'elle-même n'est qu'un facilitateur, hein, de ce don-là. Et en même temps, il y a des situations dans lesquelles on pourrait éventuellement avoir une activité, du coup, peut-être illégale, mais éthique. Est-ce que vous-même, vous avez pensé à des scénarios dans lesquels ça serait possible, hein? Des choses qui seraient interdites dans des pays ou qui seraient dangereux pour ces personnes-là dans ce pays-là, mais qu'il vaudrait la peine, d'un point de vue éthique, de soutenir. C'était lors de la conférence, on a eu un sujet, c'était avec la Russie, puisqu'il y a quand même pas mal de limites à ce niveau-là. Et ils mettaient en avant le fait de faire des dons avec des crypto-monnaies anonymes, ce qui va permettre, dans un premier temps, de pouvoir soutenir certaines associations. Il avait donné l'exemple des associations LGBT et il avait dit que du point de vue général, les associations LGBT, il n'y a pas de soucis pour les soutenir, bien sûr, mais qu'en Russie, c'est pas très bien vu. Et du coup, en passant par des crypto-monnaies anonymes, ça permet de soutenir tout en se protégeant un minimum de toute répression qu'il peut avoir dans un second temps. Donc ça, de ce point de vue, ça peut être utile et ça montre encore que c'est plus simple de faire des dons d'un pays à un autre avec de la crypto-monnaie, puisque c'est quand même assez général. Et pour soutenir des associations que dans certains pays, c'est pas très bien vu, ça peut être utile, je pense, sur ce point-là. Très bien. Est-ce qu'il y a des dernières questions parmi les auditeurs et auditrices? Je ne crois pas. Du coup, je vais encore vous remercier et vous souhaiter une très bonne continuation à la fois sur ce projet-là et puis sur vos études en général. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Cet épisode touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Envoyez-nous vos questions, commentaires et propositions par email à coucou@lacantine-brest.net. À très bientôt.